La biométrie permet de transformer et fixer le vivant en une trace écrite, consignée dans un registre. Le fichier est un support de mémoire partagé. Il fige la vie dans un passé irrémédiable et collectif. Ainsi, le fichier est une sorte de récit minimal sur autrui, d'autant plus objectif qu'il n'a pas été constitué par le fichier lui-même, mais par un observateur muni d'un instrument excluant sa subjectivité. La trace biométrique reste un fossile, aussi extérieur à la vie de son propriétaire qu'à celle d'un tiers. L'enregistrement le plus fidèle possible des actions de chacun, sa caractérisation, son classement, reviennent à situer dans une structure un individu, à lui conférer une place, une fonction. Une fois figé dans la structure, il devient possible de déterminer l'avenir. Le fichier ouvre à une pratique. Un tel a tel profil pour tel travail ou telle rencontre. Il ne peut avoir droit à telle assurance, voire il peut ne pas être autorisé à vivre dans le cas de l'eugénisme, qu'Anne Fagot-Largeau appelle l'euthanasie préventive. Autrement dit, le fichage dresse un avenir. On sait qu'un fichier peut être utilisé plus tard à des fins que l'on ignore encore. C'est contre ce fichage, ce déterminisme a priori, que le sujet peut devenir créatif. Créer, c'est détruire un passé déterminant. Le fichage comprend la créativité passée comme résultat, et non comme une puissance et ouverture. La réduction d'autrui à une potentialité fermée, à une quasi-nécessité, est une mécanisation. C'est cette tentative et son échec qui motivent la substitution progressive de l'homme par la machine, jusque dans les emplois de service. Il ne nous restera peut-être plus que le sabotage pour ne pas finir inutile et exclu. L'objectif principal du fichier est la sécurité. On veut s'assurer de l'identité, de la présence et de l'absence de quelqu'un afin d'assurer un certain ordre. Le désir d'ordre explique le peu de résistance aux procédures de contrôle. Dans un aéroport, où l'on redoute le désordre, la fraude, le terrorisme, etc., personne ne refuse d'être contrôlé. Le refus de s'enregistrer est assimilé à un crime potentiel. Le fichage de tous repose donc sur la volonté de contenir l'agitateur potentiel. Ainsi, l'enregistrement fait de chacun un danger pour l'autre, en même temps qu'il constitue un rite protecteur contre autrui. L'étrange paradoxe est que nous nous laissons enregistrer, à la manière des criminels récidivistes de Bertillon, pour nous innocenter en même temps. Dans un monde de lutte et de compétition, le rapport dominant est la méfiance. Les dispositifs traduisent une vision pessimiste de l'homme, comparable à un prisonnier sous haute surveillance. Je renvoie au texte de Giorgio Agamben dans Qu'est-ce qu'un dispositif vers la fin. La biométrie atteint une certaine nudité. La nudité d'un homme réduit à son physique, à sa contingence la plus animale. Au contraire, le vêtement, quel qu'il soit, permet à l'homme habillé la construction d'une identité plastique, évolutive, et en cela il fait l'homme. Mais les simples caractéristiques corporelles, son iris, ses empreintes, ne disent rien sur l'homme. Elles peuvent déterminer un patrimoine génétique, mais celui-ci ne résume en rien ce que nous sommes. Ce que nous sommes est le résultat d'un patrimoine donné et de la manière dont nous en accommodons. Seulement, la biométrie utilise le corps comme une signature, qui dans le fichier est associée à des informations. Le corps biométrique n'est rien qu'une clé ouvrant un dossier. Contre la transparence des individus et leur contrôle au nom de la sécurité et de l'utilité, la défense éthique de la confidentialité s'impose au nom de la liberté. Elle permet tout d'abord d'échapper à un contrôle dont la légitimité morale peut être discutable. De nombreuses personnes doivent à la fraude leur survie durant la Seconde Guerre mondiale. Certes, la fraude peut avoir une finalité criminelle, qui peut même consister à violer le principe de confidentialité en accédant aux données d'autrui. Mais elle peut également permettre d'échapper aux crimes d'État. La confidentialité permet de conserver un espace de liberté, de se défaire de ses opinions passées, d'éviter de s'offrir aux préjugés. Car connaître quelque chose de quelqu'un, ce n'est pas comprendre quelqu'un, c'est même parfois le contraire. Il y a une vertu éthique et sociale de l'ignorance. Elle permet de construire ensemble la relation au lieu qu'elle soit déterminée d'avance. La volonté de savoir, avec son souci d'exactitude, ne peut s'appliquer à personne dans la mesure où l'homme est spontanéité, liberté et créativité. Son être est un agir qui recompose cet être en sursis. La possibilité du pardon repose sur cela. La justice et la sanction supposent également la possibilité d'un retour sur ce que nous avons été, d'où l'absurdité de la peine de mort ou de la prison à perpétuité. La collectivité doit défendre l'individu contre elle-même. Elle doit donc se poser des limites afin de préserver la liberté, comme effacer les données des fichiers dans la durée ou cloisonner les registres. La raison est liée à la force du préjugé, les risques de l'ignorance partielle, le calcul vis-à-vis d'autrui, qui peuvent être alimentés par des informations sur la sexualité, la religion, la naissance, la santé, etc. Le totalitarisme envisage l'individu dans le tout, en le résumant à l'ensemble de ses caractéristiques. Contre cela,
L'individu doit pouvoir maîtriser ce qui apparaît de lui. Il doit pouvoir changer d'apparence en fonction des circonstances.